Et donc, Jamie, qu'est-ce que tu fais? Salut Fred. Oh, pardon, je suis Jamie. Mais dis donc, bah, tu sais bien, c'est le mariage de Nick et Migla. Résultat, je regarde quelques photos de Nick pour rechercher quelques dossiers pour son discours. Ah ben oui, c'est vrai. Tiens, mais laisse-moi voir, s'il te plaît. Elle va être bonne, celle-là. Ouf. Oh putain, oh merde. Attends. Oh. Ouais, non, celle-là, on va pas pouvoir, hein. Migla voudra plus jamais se marier après ça. Ah là là, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Ouais, surtout que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, ça se passe au lac Sainte-Croix. Ouais. Ça serait déjà un bon début de Chironde, qu'est-ce qu'on dit? Mais t'as raison. Allez Marcel, on y va. Alors voilà Jamie, nous voilà arrivés au lac de Sainte-Croix. Enfin faut pas croire que ça nous a pris les 30 secondes du générique hein. C'était plutôt 11 heures de bagnole avec les gamins qui braillent à l'arrière, 90 € d'essence, 111 € de péage. Et encore je te parle pas de ceux qui viennent de Lituanie. Chapeau à eux. Enfin bref passons. Nous sommes donc ici à Eguine où nos deux tourtereaux ont décidé de sceller à jamais leur amour. Nous avons donc rendez-vous avec le maire de ce ravissant village afin de lui demander de nous commenter cette union. Bonjour monsieur le maire. Bonjour ma petite dame. Merci de nous accueillir ici à Eguine. Mais c'est bien normal. Alors que pensez-vous du mariage de Nicolas dans cette région? Qui ça? Né le 6 avril 1981 à Roubaix, en France, d'une mère orthophoniste Raphaël Singer et d'un père vendeur de tapis Alain Six, le petit Nicolas Baptiste Ludovic Six est le second d'une famille de 4 enfants. Heureusement que maman Six est là pour partager ses jeux d'enfants. Car sa sœur Clémentine, beaucoup trop jeune, et son père sont souvent absents. En 1988, les Six quittent Ronques et arrivent à Lambersart. Puis, de Lambersart, ils prennent le bus et s'installent à Verlinghem. Nicolas a 8 ans. Voulant faire plaisir à la fois à sa mère et à son père, il hésite entre une profession artistique et une profession de bachelier. Mais le destin décidera pour lui puisqu'en 1998, pendant les événements de la Coupe du Monde, son père se bloque le dos lors du second but de Zizou en finale au Stade de France. Il abandonne tout et embrasse alors les études dans le monde du commerce. 2006. Il sort 34e de l'ESRN avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. C'est après avoir travaillé dans une modeste start-up dans l'informatique qu'il est engagé chez Tex Décor, entreprise de tissu d'ameublement dans laquelle je crois qu'il est responsable de vendre des draps et autres trucs qu'il vous expliquera mieux que moi, par-ci, par-là dans le monde. Poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. Ah ok, d'accord. Bah, c'est cool pour lui. Bah voilà Jamie, c'est cool pour lui. Mais dis-moi Jamie, on m'a dit du côté des frères et sœurs, il y avait pas mal de trucs à tirer en général. Comment t'expliques ça? C'est vrai Sabine, tu as raison. En effet, les relations entre frères et sœurs, elles sont à la fois très riches et très compliquées. Alors c'est vrai que dans le cas de Nicolas, avec des frères et sœurs, des frères et une sœur aussi drôle, intelligent et beau, ça devait être facile. Mais c'est pas toujours le cas. Et quand deux des enfants sont d'âge rapproché et de sexe opposé, eh bien il peut y avoir une certaine concurrence que l'on rattache du point de vue pédopsychiatrique au complexe d'Oedipe et qui peut amener parfois quelques situations conflictuelles où nos deux bambins en viennent tout simplement à se foutre sur la gueule. Ils surenchérissent alors d'inventivité et de créativité pour ce qui est du détournement de l'utilisation des objets du quotidien. Dis-moi, Fred, tu saurais nous dire comment ça se passait pour Nicolas dans sa maison du Nord?
Et bien justement, Jamy, nous sommes ici à Verlinghem, une petite ville située dans la métropole au nord de l'île. La famille Six nous a gentiment accueillis et ouvert ses portes afin de pouvoir fouiller un petit peu plus dans la vie du petit Nicolas. Nous entrons dans cette demeure d'avant-guerre qui était dans le passé raccrochée à celle d'à côté. Ce bâtiment communément appelé le Château Blanc. En effet, donc cette bâtisse que vous pouvez voir derrière moi était à l'époque unifiée. C'est une bombe qui a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale qui a séparé les deux bâtisses. D'ailleurs, Jamy, j'en profite, est-ce que tu savais que la maison des Six était anciennement la maison des vassaux qui servaient les nobles d'à côté? Je sais pas toi, mais plutôt pas mal comme maison de travail. Enfin, je sais pas toi, Jamy, mais moi, j'ai bien envie d'aller voir de plus près. D'autant que le temps se découvre. Alors c'est parti. Bonjour. Bonjour, c'est nous. Alors Jamy, nous sommes ici avec Clémentine, la sœur de Nicolas. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir dans cette belle demeure. Donc c'est ici que Nicolas a passé l'ensemble de sa jeunesse? C'est ici que nous avons joué, ri, pleuré. D'accord, très bien. En tout cas, c'est très intéressant pour nous, les caméras de C'est pas sorcier, de pouvoir visualiser un petit peu l'environnement dans lequel Nicolas a grandi. Donc, comme vous le savez, si nous sommes ici, c'est pour en apprendre un peu plus à propos de Nicolas, pour savoir si avec vous, par exemple, je vous ai entendu tout à l'heure dire rire, pleurer, est-ce qu'avec vous, ça se passait bien? Ah oui, ça se passait bien. Nicolas était un petit garçon très doux, très gentil, et on s'entendait très très bien, on avait de bonnes relations. Bon, c'est vrai qu'il nous arrivait de nous disputer comme n'importe quel frère et sœur. Ah, mais... ça m'intéresse. Dites-moi en plus. C'est vrai que Nicolas avait tendance à s'énerver assez facilement, surtout avec moi. D'accord, et vous avez un petit exemple à nous partager? Oui, ça se passait là-haut. Ah, vous nous montrez? Suivez-moi. Super. Alors voilà, ça se passait ici la plupart du temps. C'était mon ancienne chambre. Nicolas me courait après, à tel point que j'étais obligée de m'enfermer dans ma chambre. Je m'enfermais et Nicolas tapait. D'accord. Et on peut voir? Ah oui, effrayant. Bah oui, j'étais terrorisée. Mais Clémentine, n'était-ce pas parfois vous qui envenimiez un petit peu les choses, le taquiner pour le pousser à bout? Ah non. Non. Mais tais-toi, Tim. Bon, c'est vrai qu'il m'arrivait parfois de réagir, je pouvais pas non plus me laisser faire. Alors je lui disais... ou... parfois je lui disais même... je me souviens une fois, je lui disais... Et aussi... Non, ça suffit, merci. Merci. Donc voilà, on a abordé les querelles, mais Clémentine, vous l'avez précisé en début d'interview, j'imagine qu'il y a des moments où ça se passait bien aussi. Ah oui, on a fait des bonnes fêtes ensemble. Ouais. C'est bien. Vous avez quelques souvenirs à nous partager? Souvenirs... Ouais, c'est un peu flou. Les soirées avec Nicolas? Pas comme il aime à me le rappeler souvent, j'étais pas né. Mais dis donc, Jamy, à part s'embrouiller et faire la fête avec ses frères et sœurs, Nicolas, il avait pas des hobbies? Ah bah si. Il est de notoriété publique que Nicolas est un grand sportif. Fan de foot et du LOSC, je ne vous décris pas le véritable conflit intérieur qu'il aurait subi si la France avait joué son quart de finale ce soir. Mais bon, on va pas débattre sur une hypothèse qui n'a pas lieu d'être, ça pourrait nous le chiffonner. Ah ouais, putain, on a évité le drame. Mais attends, j'ai cru entendre que Nick était pas seulement supporter, mais aussi pratiquant. Je me demande bien pourquoi. Ah, pour ça, je peux t'éclairer. Non seulement la pratique de sport d'endurance est connue pour déclencher la libération hypothalamique d'endorphines, mais la sollicitation régulière et répétée des fibres 2B par du travail concentrique, excentrique ou alternatif, également appelé pliométrique, entraîne une stimulation neuromusculaire à l'origine de leur développement. En clair? En clair, Nicolas, ce qu'il veut, c'est des gros muscles. Parce que rien n'est plus important qu'une belle paire de muscles. D'autant qu'au début, c'était pas gagné.
bien, Jamy, c'est un peu grâce à ça que Nicolas a pu séduire Migla. Mais dans l'autre sens, qu'est-ce qui a fait que Migla a séduit Nicolas? Ah, ça, c'est bien simple. Tout d'abord, il y a le fait que la lituanienne, elle est plutôt canon dans son genre. En effet, si ça avait été un cajot, tout porte à croire qu'il n'en aurait pas été de même. Pour le reste, je vous propose de revivre les événements à travers ce petit film. Le mercredi 7 juillet 2010 à 18h28 et 32 secondes, une jeune canne de Rouen lâche son annuelle pondaison de 14 œufs à coquille verdâtre d'un poids moyen de 87 grammes dans les douves de la famille Six, rue de Lambersart, à Verlinghem. À la même seconde, sous une douche bien chaude à 37,5 degrés Celsius, le petit Arthur, qui fêtait la veille la réussite de son baccalauréat sans mention attribuée, découvre un premier poil blanc sur le haut de son torse et imagine déjà le déclin. Au même instant, sa sœur aînée, Clémentine, laisse échapper une petite larme de joie lorsqu'elle entend son fils Gaspard, alors âgé de 2 ans et demi, prononcer pour la première fois le mot « béchamel ». Toujours à la même seconde, le frère cadet Nicolas, parti en Lituanie pour un voyage d'affaires, fait la rencontre de la douce Migla et tombe immédiatement sous son charme aphrodisiaque. 2 ans, 5 mois et 28 jours plus tard, après 2 belles années de relations communes, le jeune Français prend son courage à 2 mains et sous un froid polaire parisien, il ose une demande en mariage romantique au premier étage de la Tour Eiffel, avant de terminer la soirée dans une belle chambre d'hôtel sur les Champs-Élysées. Le 5 juillet 2014, soit 4 ans moins 2 jours après leur rencontre, leur idylle prend définitivement forme, Migla et Nicolas formaient un nouveau couple de mariés. Alors afin de terminer cette émission, nous avons décidé de vous emmener dans un dernier lieu qui a beaucoup compté dans la vie de notre joli couple, leur appartement, le premier endroit qu'ils ont pu partager ensemble. Donc nous allons rentrer dans cette modeste... Ah par contre non, Timothée, je vais te demander de retirer tes chaussures, il faut mettre des pantoufles. Ah, si, je te jure. C'est les règles de la maîtresse de maison, je vais en faire de même. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans l'appartement de Nicolas et Migla, appartement redécoré par le talent connu et reconnu de notre lituanienne préférée. Plutôt pas mal, hein. Donc vous l'aurez compris, durant toute cette émission, nous avons suivi la vie de Nicolas, en partant de sa naissance, mais aussi de sa relation avec ses frères et sœurs, de ses traits caractéristiques, mais surtout et le plus important, sa rencontre avec la belle Migla. Cette rencontre qui nous a emmenés ici, dans ces lieux où ils ont pu s'épanouir, vivre leur amour, notamment sous cette belle terrasse située sous une belle chaleur lilloise. Donc c'est là-dessus que je vous quitte et vous souhaite une excellente soirée de mariage. À bientôt. Ah pardon, non, autant pour moi. Je pense que Jamy, t'as un petit message à adresser aux mariés. Oh putain, d'ailleurs oublie tout, non. Je vais venir te rejoindre, j'arrive tout de suite. Non, pas encore. Bon, Nick, Mila, on voulait tout d'abord vous dire que vous alliez super bien ensemble. Migla, bienvenue. Je suis très heureuse d'accueillir enfin une fille dans la famille et je suis très heureuse pour vous. Alors moi aussi, je suis très fier de vous, très fier de ce que vous avez accompli pour ce mariage, de ce que vous allez accomplir ensemble. Et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. So we gon' dance.